Merci à tous d'être venus, surtout qu'il neige, ça va peut-être pas être facile de repartir. Donc, on est condamné à rester ici un moment. Alors, je réfléchissais à ce que j'allais vous raconter. En fait, la conférence sur l'effondrement de l'Europe et plus largement du monde occidental, on aurait très bien pu la faire il y a 1 an, on aurait pu la faire il y a 2 ans, on aurait pu la faire il y a 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis et qui, pour moi, est en train de fortement accélérer les choses? C'est d'abord la guerre qui a été provoquée notamment par les Américains entre l'Ukraine et la Russie, qui avait un but, c'était de liquider l'Union européenne. Ils sont en train de réussir, donc on peut dire merci à M. Trump d'avoir somptueusement réussi ce coup-là. Pourquoi ? Tout simplement, souvenez-vous qu'on nous a d'abord vendu la guerre comme à chaque fois comme une libération et avec un thème disant qu'on allait libérer le peuple ukrainien. Et puis, surtout, derrière, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait sauter Nord Stream. Alors, je vous l'annonce, c'est un scoop. C'est pas un plongeur amateur ukrainien qui est descendu avec sa bouée canard et qui est allé faire sauter le gazoduc. C'est bien une opération militaire et probablement à la fois anglaise. Le MI6 est généralement dans tous les sales coups et aussi aidé par les Américains. Ils ont fait sauter ça. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a fait plonger l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'était quoi ? C'était le ciment et c'était surtout la locomotive de l'Europe. À partir de là, ils leur supprimaient leur approvisionnement en gaz et il se trouve que les Allemands, eh bien, ils ont encore une industrie. Nous pas, donc ça ne nous a pas touché beaucoup, mais eux, ils en ont une qui était un peu l'Allemagne, c'est un peu le Japon des années 90, si vous voulez. Ils ont une démographie qui est pathétique et ils sont surtout monomodèles, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la bagnole. Le modèle allemand, c'est exportation de voitures. Et puis tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire toute l'industrie qui sert à faire des voitures. Et en ce moment, vous avez vu que la voiture à essence, c'est pas trop la mode, grâce à certains de nos amis écolos, qui sont en train d'essayer de détruire cette industrie. Donc ils ont réussi. Donc l'Allemagne, aujourd'hui, vous avez des faillites à répétition, vous avez des industries qui partent et qui s'en vont dans d'autres pays. Pourquoi ? Et c'est pour ça d'ailleurs que quand Bruno Le Maire nous a fait hurler de rire sur son « je vais mettre l'économie russe à genoux », il nous a beaucoup fait rire. Pourquoi ? Tout simplement parce que il se trouve que les Russes ont toutes les matières premières, ils ont du pétrole, ils ont du gaz, et nous, on n'a rien. Et les Allemands n'ont rien. Et que lorsque vous êtes un industriel et que vous voulez monter votre usine, à votre avis, vous allez aller dans un pays où vous êtes matraqué fiscalement et où vous payez l'énergie 4 fois plus cher, et où vous avez des normes à ne plus savoir qu'en faire, ou est-ce que vous allez vous installer aux États-Unis où les impôts sont moins chers, l'énergie est 4 fois moins chère et on ne vous colle pas de normes. A priori, si vous n'êtes pas trop demeuré, vous allez plutôt aux États-Unis.
Et c'est ce qui est en train de se passer. Et ce qui a considérablement accéléré les choses après l'histoire russo-ukrainienne, qui n'est pas finie, mais c'est l'histoire iranienne. Et l'histoire iranienne, là, on a eu évidemment une explosion des cours du pétrole, toute relative jusqu'à maintenant, mais ça va continuer, des cours du pétrole et des cours du gaz, et surtout de l'affrètement de ça. Parce que on vous dit, vous regardez, vous voyez les cours, vous voyez le cours du pétrole à $100, hein, le baril, mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous affrêtez aujourd'hui un pétrolier, ça vous coûte 4 fois ce que ça vous coûtait il y a un mois. D'accord ? J'ai un ami qui travaille dans le shipping qui m'a dit qu'un pétrolier affrété par un groupe chinois il y a un mois pour faire la route entre le Brésil et la Chine, donc qui ne passe pas évidemment par le Moyen-Orient, ça coûtait $7 millions. Le même, là, la semaine dernière, le même était affrété à $27 millions, x4. Donc ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher à la Chine, ça coûte encore plus cher au Japon, parce que je vous rappelle que le Japon n'a pas de pétrole, et qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Ils faisaient tout venir du Moyen-Orient. Aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir d'autres routes, hein, et ça leur coûte extrêmement cher. Donc, on est en train de remodeler l'aspect et la répartition du monde. Et je vous dis, si les choses durent, encore un mois ou deux, alors M. Trump a dit que ça allait être réglé en 3 jours. J'ai des doutes, j'ai des gros doutes. Alors ils ont essayé de maintenir les prix en vendant les stocks stratégiques, en mettant sur le marché les stocks stratégiques. Et le problème, c'est qu'une fois que vous avez consommé le stock stratégique, qui n'est pas illimité, faut le reconstituer. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus malin à faire. Et donc, si vous restez dans cette situation pendant quelques mois, il y a 2 zones qui vont être en extrême difficulté. C'est l'Europe, et c'est ce que je vous disais, c'est le Japon. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, qui bénéficie de la hausse du pétrole ? C'est les producteurs. Donc, les Américains et les Russes. Les Russes encore plus que les Américains, puisque je vous rappelle que le coût de production d'un baril de pétrole en Russie, c'est $19. Le coût de production d'un baril de pétrole, surtout de schiste aux États-Unis, c'est entre 60 et $70. Donc évidemment, pour les Américains, le pétrole à $100, c'est plutôt pas mal. Pour les Russes, ils se marrent. Ils sont en train de faire beaucoup d'argent. Et donc, le gaz, c'est pareil. Hein, le gaz a plus que doublé. Donc, évidemment, c'est intéressant. Mais pour nous, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire quoi ? Parce que ça veut dire que tout le peu d'industrie qui restait ne peut pas supporter d'avoir des coûts qui doublent ou qui triplent en l'espace de quelques jours. Parce que je vous rappelle qu'en plus, il n'y a pas que le pétrole et le gaz, puisque les prix de l'électricité sont aussi indexés sur les prix du gaz. Ça, c'est une spécialité européenne. On peut la remercier encore. Et l'électricité, c'est la base quand même de la production industrielle. Donc, ça va être très compliqué si ça dure. Et il est probable que ça dure plus que 3-4 jours, donc ça va être très difficile. Là, on parle pour lundi matin d'une hausse assez forte sur le pétrole, sur les marchés. Vous allez avoir l'exact
opposé sur l'euro, qui va se casser la gueule, puisque à chaque fois que le pétrole monte, l'euro se casse la figure. D'accord ? Donc vous aurez ce mouvement-là le lundi matin, très probablement, si les choses restent en l'état. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que derrière, on a une chance de remonter la pente ? Non. Non, parce que quand vous avez une société industrielle qui décide de partir pour d'autres cieux, eh bien, en fait, ils ne reviennent pas comme ça. C'est-à-dire, c'est pas comme ça une navette incessante. Quand vous décidez de partir, vous partez. Je peux vous le dire, je suis parti. Donc, je ne suis pas un industriel, c'était beaucoup plus facile pour moi, mais quand vous partez, c'est définitif. Donc, on le voit bien d'ailleurs dans l'espèce de diarrhée de communication de M. Macron en ce moment sur le nucléaire, mais c'est trop tard. C'est-à-dire que quand vous avez décidé de stopper le nucléaire il y a 10 ans et que vous avez flingué la filière, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tous les gamins qui sont en train de faire leurs études, ils vont où ? Ils font autre chose, ou ils vont pas en tout cas, ils restent pas en France. Et donc aujourd'hui, le savoir-faire, il est où ? Il est en Chine. D'accord ? Il n'est plus en France. Et en plus, il y a un certain nombre de mensonges, puisqu'il dit qu'ils ont déjà commencé à construire des centrales. C'est faux. Ils n'ont pas posé le début de la première pierre. Donc ça veut dire que toute cette histoire est un énorme ratage, un énorme foirage. On va avoir un prix de l'électricité qui va rester élevé alors qu'on aurait dû conserver cet avantage compétitif qui était notoire. On avait les plus bas prix d'électricité du monde, donc c'était pas rien. Et aujourd'hui, on a été incapable de garder cet avantage. Et je vous rappelle qu'en plus, depuis des mois et des mois, alors c'est assez marrant parce qu'il y a quelques années, quand je parlais de la dette, on se foutait de ma gueule. C'était sur les plateaux de télé, on disait « tu nous emmerdes de la marche avec ta dette », etc. Curieusement, tout le monde y vient. Et on a même le patron de la Banque de France qui nous dit qu'on n'a plus un rond dans les caisses. Ça fait longtemps qu'on n'a plus un rond dans les caisses. Mais si vous voulez, le problème, c'est que toute cette dette n'a pas été faite pour faire des investissements, parce que ça, c'est plutôt sain, c'est rentable, si vous voulez. À un moment, c'est rentable. Cette dette, elle a été faite pour et exclusivement pour maintenir le train de vie de ces messieurs. Voilà. Et pour entretenir le train de vie de l'État. Et non pas pour investir. C'est un peu comme si un ménage s'endettait de 100 000 balles auprès de la Société Générale tous les ans pour se payer à bouffer et pour partir en vacances. Il y a un moment où ça passe plus. Où vous ne pouvez plus faire passer ce genre de choses. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc on a et c'est général, c'est pas uniquement français, mais on a fonctionné sur la dette parce que ça crée une illusion de croissance, et depuis des années, notoirement depuis 2008, d'accord, où on n'a réglé aucun problème et on a un peu joué au bonneteau, c'est-à-dire qu'on a déplacé la dette, mais on ne l'a pas réglée. Et à partir de ce moment-là, on a eu une flambée de la dette d'État et de la dette privée. D'accord ? Aujourd'hui, on vous parle tout le temps de 3 400 milliards de dettes pour la France. On n'est pas à 3 400 milliards, on est à 6 000 milliards. D'accord ? Si vous prenez le hors-bilan, si vous prenez la dette des sociétés publiques, etc., qu'il faut rajouter, parce que ça n'empêche la dette d'EDF, qui est-ce qui la paye s'il y a un problème ? Ça va être l'État. Donc vous êtes à 6 000 et non pas à 3 400. Et quand vous êtes à 6 000, que vous avez un PIB qui fait 2005 et qui, en plus, ne croît plus
pour plein de raisons que je vais vous expliquer, qui sont des raisons plutôt démographiques, qui font que quand un pays vieillit, il consomme moins, c'est comme ça. Et comme la consommation, c'est les 2/3 du PIB, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que votre espérance de croissance est très faible. Elle est aujourd'hui, dans les pays comme la France, elle est entre 0 et 1. Ça ne fait pas lourd. Et ça ne permet en aucun cas de rembourser la dette, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est largement au-dessus des 100% du PIB, d'accord ? Et que la dette, comme il commence à y avoir des doutes, les gens commencent à se poser les questions, les marchés commencent à se poser la question de savoir comment va être remboursée cette dette, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez les taux d'intérêt qui montent. Et quand vous avez des taux d'intérêt qui montent et un stock de dette qui est supérieur à 100%, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe on va vous donner un chiffre qui est de 150%, parce qu'on est plus proche aujourd'hui de 150% que des 117 annoncés. Donc, si vous êtes à 150% et que vous avez des taux à 3, ça fait quoi ? Ça fait 4,5 à rembourser par an. On est bien d'accord. Si c'est 4,5 et que vous avez une croissance de 1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes en l'air de 3,5. Donc ça veut dire que vous avez un déficit budgétaire qui est forcément supérieur. C'est ce qui est arrivé au Japon depuis des années. Alors, tout le monde, là aussi, n'arrive pas à comprendre et vous répète inlassablement que c'est pas grave parce que c'est les Japonais qui détiennent leurs dettes, etc. Ce qui est une connerie sans nom, parce que, en fait, ce ne sont plus les Japonais qui détiennent la dette japonaise, c'est la Banque centrale japonaise, et non pas les particuliers japonais, ce qui est très différent. Et là, c'est pareil. Aujourd'hui, ils ont des taux qui ont monté, sauf qu'ils ont 280% de leur PIB en dette. D'accord ? Donc ça veut dire que chaque point de taux qui monte, c'est 2,8 en plus. Et ça, ça fait que depuis des années et des années, il y a entre 7 et 10% de déficit budgétaire par an au Japon. Donc ça veut dire que tout d'un coup, alors je ne sais pas si certains d'entre vous suivent mon ami Charles Gave, mais il dit souvent que le PIB, ça n'est que de l'énergie transformée. Sauf qu'il y en avait de moins en moins et qu'elle était de plus en plus chère, l'énergie. Donc qu'est-ce que nos brillants stratèges se sont dit ? Ils se sont dit, en fait, on va remplacer l'énergie par la dette. C'est-à-dire qu'en gros, ces gens-là, je pense qu'aucun n'a de chien. Parce que moi, qui ai eu un chien, et puis j'en ai eu beaucoup, je peux vous dire que c'est pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue. Donc vous pouvez mettre des paquets de pognon sur la table, ça ne vous fera pas de l'activité. C'est l'inverse qui est vrai. C'est quand il y a de l'activité, il y a de la monnaie qui est créée en face pour mettre de l'huile dans la transaction. La monnaie, c'est de l'huile, c'est pas autre chose. C'est pas ça qui fait avancer. C'est pas ça qui va déclencher une transaction. Vous faites une transaction, et comme c'est quand même beaucoup plus pratique de rendre la monnaie et pas en vache ou en mouton ou en chèvre, surtout quand vous achetez quelque chose à un Chinois qui est quand même assez loin de chez vous, eh bien on a inventé la monnaie pour mettre au milieu. D'accord ? Et le problème, c'est que depuis 20 ans, les banques centrales pensent qu'en mettant du pognon sur la table, eh bien, ça va augmenter l'activité. Ben non. En fait, c'est idiot. D'accord ? Et d'autant plus que cette monnaie ne circule pas. C'est-à-dire qu'on la fabrique, ok ? Mais elle ne circule pas. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vous donne, monsieur, 1 million. C'est gentil de me dire merci, déjà.
Je vous donne 1 million. Vous allez à votre coffre et vous déposez votre million dans le coffre. Est-ce que ça va créer une activité? Non. 0. Est-ce que ça va créer de l'inflation? Non plus. Ça ne va rien créer. Si cet argent reste dans votre coffre, il ne se passera rien. Et ça, il y a beaucoup d'économistes qui l'ont oublié, c'est-à-dire que l'inflation, c'est une fonction de la masse monétaire, mais c'est surtout une fonction de la vitesse de circulation. Or, la vitesse de circulation, elle était nulle. Et c'est pour ça que toute la période qui a suivi 2008, il n'y avait pas d'inflation, sauf sur les actifs financiarisés, donc les marchés actions, etc., qui, eux, en bénéficiaient, l'immobilier, qui en a aussi bénéficié, mais pas sur le reste. Sur l'activité économique, en fait, 0. Pourquoi? Parce que cet argent ne circulait pas. Les banques centrales le fabriquaient, le donnaient à des banquiers, les banquiers faisaient mumuse sur les actions, ils faisaient beaucoup d'argent, mais l'argent ne circulait pas. D'accord? Donc là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, il ne se passera strictement rien. C'est pour ça que les métaux ont monté, c'est pour ça que, parce qu'on sait que, en fait, la valeur de l'argent s'effondre petit à petit. Et je vous dis, ça risque fortement d'accélérer la semaine prochaine si nous avons un pétrole qui monte, n'ayant plus, nous, accès au pétrole, parce que M. Macron se croit malin quand il insulte Poutine, qui va nous le faire payer d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire économiquement, en nous coupant le gaz et le pétrole. Voilà, donc cette affaire iranienne va simplement accélérer les choses. Maintenant, il faut essayer d'imaginer, alors je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas un pote de Trump, je ne dîne pas avec lui, donc je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais il y a quand même un moment qui va être extrêmement dangereux, c'est, je vous rappelle qu'en fin d'année, vous avez un truc qui s'appelle les midterms, et que si on ne veut pas se rechoper les démocrates pendant les 25 ans qui viennent, il vaudrait mieux que les choses s'arrêtent là. Alors, je vous dis, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est pourquoi Trump a tapé l'Iran et pourquoi, juste avant, il était allé rendre une petite visite à M. Maduro. C'est que, en fait, ce qu'on essaie de nous faire passer aujourd'hui comme une intervention humanitaire pour sauver ces pauvres femmes qui sont voilées en Iran, en fait, vous n'avez jamais une guerre qui a été déclenchée pour des raisons humanitaires. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. C'est toujours pour des raisons économiques ou de conquête territoriale, mais jamais pour des questions humanitaires. Bon. Donc là, on essaie de nous le revendre encore une fois, mais c'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est quoi? C'est une guerre monétaire avec la Chine. Donc vous avez... Alors je ne vous parlerai pas de dédollarisation parce que ce n'est pas le cas. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Sur le papier, ça l'est peut-être, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. C'est simplement, en effet, la création par les Chinois, et ça date à peu près de 2015-2016. Dans ces eaux-là, ils se sont mis à acheter énormément d'or. Quand je dis énormément d'or, on a fait les calculs parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont créé un standard qui est le lingot d'1 kilo fondu en Suisse, qui sort d'une des plus belles fonderies suisses, fondu en Suisse en 4x9, ce qu'on appelle 4x9, c'est-à-dire de l'or parfaitement pur. C'est le standard qu'ils ont créé. Tout ce qu'ils achètent, les Chinois, ils le refondent en Suisse avant de l'envoyer en Chine. Donc on a fait des calculs avec des fonderies pour savoir ce
ce qu'ils avaient vraiment, ou ce qu'ils pourraient avoir vraiment. Alors évidemment, on n'a pas le chiffre exact. La seule chose, c'est que si vous faites les calculs entre ce qu'ils produisent, ce qu'ils achètent, ce qui passe par Hong Kong, ce qui passe dans les fonderies suisses et ce qui passe par Singapour, vous pouvez estimer le stock d'or actuel de la Chine entre 25 et 30 000 tonnes. Ils en annoncent 2500. D'accord ? Donc on est loin du compte. Pourquoi ils font ça ? Parce que, en fait, ils voudraient fonder une monnaie qui soit basée et qui soit échangeable en or. Je vous rappelle qu'en 2017, ça vous le verrez d'ailleurs dans les lettres compilées que j'ai ramenées, en 2017, ils annoncent avoir fait un contrat avec la Chine, entre les Chinois et les Russes, un contrat pétrolier qui a été payé, mais c'était un essai, qui a été payé en yuan convertible en or. Et donc, depuis, ils ont continué. Et ça, les Américains, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas du tout. Donc, la question, ce n'est pas du tout une guerre commerciale, c'est une guerre monétaire avec les Chinois. Donc, les Chinois veulent faire cette monnaie. Alors, pour l'instant, on est loin du compte. Mais il y a de l'idée, on va dire. Il y a une direction. Et là, premier mandat de Trump, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une petite anecdote qui était assez rigolote. C'est Trump qui dit aux Chinois je vais vous interdire la licence Android pour les téléphones Huawei. Réponse de Xi Jinping, pas de problème, tu n'as plus de terres rares et tu n'as plus de minéraux rares. On a un monopole, on a 90% du marché, tu n'en as plus. Alors il faut savoir que les terres rares et les minéraux rares, il y en a partout. Dans les missiles, dans les téléphones, partout. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout d'un coup, il n'y a plus d'industrie aux États-Unis. Qu'est-ce que fait notre ami Trump ? Dit non, c'était une blague, en fait, je n'avais pas du tout l'intention de faire ça. On va repartir sur de bonnes bases et vous oubliez tout ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils le tiennent et qu'il ne peut pas faire n'importe quoi et il ne peut pas négocier. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, moi je vais remettre la main sur le robinet du pétrole. Donc, d'abord, il tape le Venezuela, parce que c'était un des fournisseurs chinois, et pas du tout pour prendre les réserves vénézuéliennes, qui sont de toute façon très, très surévaluées, et c'est une huile qui est pas bonne, d'accord, très lourde, très soufrée, donc difficile à raffiner, très cher. Donc ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt qu'il avait là-dessus, c'est de pouvoir mettre la main sur le robinet. Et puis l'Iran, parce qu'eux aussi, gros fournisseurs des Chinois. Et donc le but du jeu, c'était de mettre la main sur le deuxième robinet. Alors, ça n'empêche que les Russes continuent à approvisionner les Chinois, etc. Ça ne leur coupe pas tout, mais ça les emmerde. Et surtout, ça donne une carte à Trump pour négocier. Moi, je suis persuadé, alors peut-être que c'est un fantasme de ma part, mais je suis persuadé que au moment de leur réunion avec Poutine, entre Trump et Poutine en Alaska, l'objet de la réunion, c'était les terres rares et les minéraux rares. Pourquoi ? Parce que la Russie en a un paquet. Et que, alors, c'est très difficile d'avoir des vrais chiffres, parce que les chiffres des ressources comme ça, c'est toujours très compliqué à avoir, mais il se trouve que l'Ukraine en a aussi dans son sol,
Et que, hasard des choses, vous me direz que quelquefois le hasard fait bien les choses, eh bien, c'est dans la zone contrôlée par les Russes. C'est amusant, mais voilà. Donc, il y aurait 70% du stock des terres rares et des minéraux rares serait dans la région du Donbass, et donc la région contrôlée par les Russes. Et il est, pour moi, assez probable, en tout cas, que les réunions, les transactions qui ont été faites entre Trump et Poutine aient porté là-dessus. C'est-à-dire, je t'arrête la guerre, en tout cas j'arrête le financement, au passage peut-être que je bute Zelensky, ou je le fais buter sous faux drapeau, et puis tu me donnes accès aux terres rares et aux minéraux rares, et à ce moment-là, je peux contrer les Chinois. J'ai comme l'impression, je ne suis pas non plus dans le secret des dieux avec Poutine, mais j'ai l'impression que Poutine l'a envoyé bouler. Voilà. Ce qui serait de bonne guerre, parce que c'est quand même les Américains qui ont déclenché tout ça. Donc il peut se permettre de l'envoyer bouler. Donc, mais voilà, les vrais enjeux, c'est, je vous dis, c'est pas les femmes qui mettent des foulards islamiques, hein, derrière, c'est l'enjeu des terres rares, parce que c'est vraiment l'enjeu du siècle prochain, et c'est l'enjeu de l'énergie, parce que je vous rappelle, entre autres choses, que les Chinois ont besoin d'énormément d'énergie. Pourquoi ? Parce que l'IA en consomme beaucoup, et qu'ils investissent lourdement là-dedans. Et donc, tout ça, c'est un enjeu purement financier, monétaire et énergétique, et non pas une cause humanitaire. Donc, et qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Quel est notre rôle, nous, Européens, dans cette histoire ? Aucun. En fait, aucun, puisque je pense que, sérieusement, cette fois-ci, notre problème est réglé. Malheureusement, on a des gens qui sont d'une incapacité crasse, qui sont en plus des vendus de première, donc malheureusement, on va le payer, et on va le payer assez lourdement. Alors on va le payer... j'espère rapidement, parce que une mort subite vaut mieux qu'une longue agonie. Et on peut peut-être espérer après rebondir, malgré le fait que ça va être extrêmement compliqué, parce qu'il y a une donnée, alors là pour le coup, qui est mondiale, que personne n'adresse bien évidemment, parce que faudrait se servir de son cerveau, et pour certains c'est compliqué. C'est la démographie. Alors moi, la démographie, j'en parle depuis un moment. Il n'y avait pas d'écho, c'est assez amusant, mais là, aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que ça entraîne un certain nombre de choses. Il se trouve que, en plus, les données démographiques ont été falsifiées pendant très longtemps. Pourquoi ? D'abord parce que ça faisait des ordres, mais surtout parce que la méthode de calcul, c'était pour calculer, par exemple, les ratios de dépendance qu'on vous donnait à un set il y a encore peu de temps, c'est que on prenait la population sur la classe d'âge, mais on ne s'intéressait pas à celles qui travaillaient dans la classe d'âge, et donc qui cotisaient, etc. Et donc, en fait, moi j'avais écrit là-dessus par rapport aux données des Nations Unies, qui étaient assez complètes. Il se trouve que quand on vous annonçait un 7, en fait, on était à 1,30. Que ça a baissé. D'accord ? Puisque moi, j'ai fait le papier, vous le verrez, en 2017. On a baissé depuis, on a baissé fortement. Aujourd'hui, si vous regardez les données démographiques en France, je
vous rappelle que le renouvellement des générations, c'est 2-10, enfants pas femmes. Moi, j'en ai fait que 2. J'ai pas réussi à faire le 0-10, mais c'est 2-10. Et aujourd'hui, on a eu les données pour 2024. On a eu les données par classe, non pas de classe d'âge, mais par répartition entre immigration et données sur les femmes françaises. Vous avez, chez les femmes françaises, on est à 1,30. Pas beaucoup. Et sur les femmes immigrées, on est à 3,20. Et l'ensemble de ça fait du 1,50 et quelques pour 2025. Ça veut dire qu'on va perdre de la population. Alors l'Allemagne, c'est déjà le cas depuis longtemps. L'Italie, c'est déjà le cas depuis longtemps. Le Japon, c'est le cas depuis bien, bien longtemps. Eux, ils en sont à 1 million de moins par an, de Japonais. Ça fait beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Donc la Chine aussi. Les États-Unis aussi se dirigent gentiment vers ces chiffres-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que vous allez avoir un pays de vieux. Donc la France va devenir un EHPAD géant. Un pays de vieux. Et il se trouve, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est comme ça, parce que moins de ressources, etc. Mais il se trouve quelqu'un qui a plus de 75 ans, eh bien, ça consomme moins que quelqu'un qui en a 45. C'est comme ça. Bon. Donc, ça veut dire que votre espérance de croissance diminue. Et ça veut dire que tous les systèmes qu'on a montés après-guerre, ces systèmes-là, on a monté ça après-guerre, les systèmes de retraite, d'assurance sociale, etc. On l'a fait à un moment où il y avait zéro chômage, où il y avait une démographie qui était très bonne, où on avait à ce moment-là zéro dette, d'accord, et où on avait en général 3 à 4 actifs pour un dépendant. Bon. Aujourd'hui, vous pouvez triturer l'équation dans tous les sens, vous ne l'équilibrerez pas. D'accord ? Donc toutes ces histoires où on vous dit tous les 2 ans, on va repousser la retraite de 2 ans, on va augmenter les cotisations, on va baisser les pensions, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand vous aurez plus de dépendants que d'actifs, c'est-à-dire quand le ratio va passer en dessous de 1, vous faites comment ? Vous ne faites pas. C'est tout. Donc voilà, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous changez simplement une variable dans votre équation tous les 2 ans, vous êtes condamné à ce que ça passe pas. Et ça ne passera jamais. Et à aucun moment, alors je ne vous dis pas qu'il faut demain matin passer entièrement en capitalisation, etc. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire, soit on reprend à partir d'une page blanche et avec les données actuelles et ce qu'on peut imaginer des données futures, soit ça ne sert à rien. C'est du maquillage, mais ça ne servira jamais à rien. Donc quand j'entends les soi-disant économistes qui défilent sur les plateaux de télé en vous expliquant que en passant la retraite à 63 ans et demi ou à 68 ans, ça marchera mieux, non, ça ne marchera pas. Et vous pouvez faire ça tous les 2 ans. Et tous les 2 ans, le même problème va se reposer. Et ça va être de pire en pire. Donc, cette histoire démographique, avec en plus ce qui arrive, c'est-à-dire l'IA qui va faire que vous avez des métiers qui vont disparaître et qui vont être très compliqués à adresser. Donc, ça veut dire qu'il
il faut revoir le modèle complètement. Parce que sinon, vous allez avoir une crise majeure. Mais personne ne veut le faire, parce qu'ils savent très bien qu'à un moment, il va falloir le dire aux gens, plutôt que de leur raconter des sornettes en leur disant « vous inquiétez pas, c'est la dernière réforme et puis ça va passer ». Ils savent très bien que si ils vous disent la vérité, ils ne seront jamais réélus. Donc, et un poste comme un poste de député ou de ministre, c'est quand même un poste sympa, parce que vous pouvez être un demeuré total, vous prenez quand même 25 000 par mois, hein, donc c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, donc c'est ce problème-là, et ce problème-là, il est essentiel parce que vous le retrouvez absolument dans tous les pays. Ça va avoir des implications énormes sur aussi les actifs. Pourquoi ? Alors quand je dis actifs, l'immobilier, etc. Exemple, en 2040 ou 2045, je ne sais plus, vous aurez 20 millions de logements vides au Japon. Est-ce que pour vous, les 20 millions de logements vides, ça fait monter l'immobilier ? Non. Voilà. Posez-vous la question de ce qui va arriver en France là-dessus. 70% de l'actif d'un retraité, c'est son immobilier. Or, si vous ne lui filez pas de retraite, il va bien falloir qu'il vive de quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vendre. D'accord ? Donc, à ce moment-là, le ratio entre acheteurs et vendeurs va être plutôt en faveur des vendeurs et pas des acheteurs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que les prix vont baisser. Enfin, faut être... Et ça, vous avez exactement la même chose sur les produits boursiers. C'est pareil. Les portefeuilles d'assurance-vie, le gars qui a plus de retraite et qui doit aller dans une maison et qui va payer 6 000 balles ou 7 000 balles par mois, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il vend ses actifs boursiers. D'accord ? Donc, va y avoir une forte pression vendeuse sur pas mal d'actifs comme ça, parce qu'ils ne pourront pas faire autrement. C'est tout. Donc, c'est vraiment des choses qui vont être impactantes sur beaucoup de pays. Alors, il y a des pays qui sont en pointe, je vous ai dit, Italie, Espagne, France, Allemagne, évidemment, Japon, évidemment, et aussi États-Unis, et aussi, le seul continent qui s'en tire, c'est l'Afrique. Voilà. Donc, ils seront 1 milliard de plus. Donc, ça va être compliqué. Mais ça va entraîner un certain nombre de choses. Alors, évidemment, ne demandez pas ni à Bruno Le Maire, ni de nous régler le problème. Mais c'est un vrai problème, parce que ça va engager beaucoup de choses sur les années qui viennent. Ça va arriver beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Beaucoup plus vite que ce qu'on pense, parce que je vous dis, moi, quand j'ai fait le papier en 2017, je l'ai fait sur les chiffres des Nations Unies, et à ce moment-là, on était beaucoup plus haut en termes de fécondité, donc ça n'avait absolument rien à voir. Là, ça s'est effondré, il y a eu deux effondrements. Le premier effondrement, c'était 2008, la crise. Donc, évidemment, les gens étaient moins enclins à faire des gosses. Là, maintenant, on leur parle de guerre en permanence. Il y a un petit virus qui est passé et qui nous a bien fait rire. Et donc, les gens ne font plus d'enfants. Enfin, c'est assez logique, parce que, d'abord, ils n'ont plus de fric. Ils n'ont plus de boulot, on leur dit que c'est la fin du monde tous les 3 jours, donc ça aide pas. Donc il nous faudrait peut-être un petit confinement avec un beau temps et tout pour relancer les choses, mais je suis pas sûr qu'il arrive là tout de suite, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un des problèmes essentiels dont personne ne parle. Vous regarderez
hein, les différents programmes de nos édiles. On ne voit pas beaucoup de questions sur ce genre de propos. Et pourtant, c'est essentiel. Voilà, donc l'Europe est bien mal barrée. Alors après, autre chose, je pense que malheureusement, on en discutait tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, malheureusement, ça va, pour moi, pas se finir de manière douce. Pourquoi ? Parce que si vous faites les calculs, vous avez à peu près 80% de la population qui dépend de l'État, d'une manière ou d'une autre. Donc vous prenez déjà tous les fonctionnaires, vous prenez aussi tous ceux qui travaillent dans des entreprises publiques, hein. Vous prenez tous les chômeurs, vous prenez tous les retraités, et vous prenez tous ceux qui se pensent dans le privé, mais qui en fait ne le sont pas. C'est-à-dire qu'en fait, qui dépendent des normes qui sont édictées par l'Europe et par la France. Quand vous montez votre boîte de diagnostic immobilier, vous dépendez de l'État. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez 80% des gens qui, même si c'est inconscient, vont voter pour que le système perdure. Parce que sinon, ils se tirent une balle dans le pied. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je disais une horreur il y a quelques jours dans un dîner. Je leur disais... En 2027, vous aurez un clone de M. Macron, hein, Gabriel Attal, un Bardella, de toute façon, c'est parfaitement Macron-compatible. Et en 2032, on a qui ? En 2032, vous aurez LFI. C'est mathématique. 3,20, 1,30. C'est mathématique. Voilà. Bon, donc, cherchez pas. C'est pour ça qu'il le fait, d'ailleurs. Mais vous aurez LFI. Alors, vous aurez peut-être pas Mélenchon parce qu'il sucrera les fraises, mais vous aurez LFI, c'est mécanique. Comme vous avez aujourd'hui nos adversaires au rugby du jour, vous aurez les Anglais, c'est déjà fait, les Belges, c'est déjà fait, vous aurez la France qui va suivre. Voilà. Ça a acheté un froid, hein, ce que je viens de dire. C'est marrant, hein. Ça a acheté un petit froid. Mais enfin voilà, donc si c'est pas 2032, ça sera 2037, mais mécaniquement, j'ai peur que ça se passe comme ça. Donc, alors vous me direz, ça ne changera pas tellement de maintenant. Parce qu'on est déjà dans un pays communiste, donc ça ne changera pas tellement d'aujourd'hui, mais quand même, ça sera un petit peu plus folklore. Donc, voilà. Après, je touche du bois pour avoir tort. J'espère bien avoir tort, mais malheureusement, j'ai peur que ça ne se passe comme ça. À ça, chère madame, déjà en 2027, il est possible qu'il n'y en ait pas. Donc, parce que si vous lisez bien, alors même pas l'article 16, vous avez un vrai sujet aujourd'hui qui est le droit de propriété en France. Vous ne l'avez plus, le droit de propriété. Vous avez je ne sais pas si vous êtes amusé à lire la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire, c'est un petit bijou de rédaction. Parce que ça n'est pas du tout sur une attaque, c'est sur le risque d'une attaque. Et le risque d'une attaque, c'est quoi ? C'est M. Macron qui se réveille un matin et qui dit « Je pense que Poutine va nous envahir ». Voilà.
Alors, je ne sais pas d'ailleurs ce que ferait Poutine sur le périphérique à Paris, parce que vraiment, il n'y a aucun intérêt à envahir la France, il n'y a plus rien, donc que des emmerdes. Donc, je ne vois pas pourquoi il le ferait, mais là, franchement, si il peut le déclencher à tout moment. S'il le déclenche à tout moment, je vous le dis, lisez-la bien, la loi de programmation militaire, c'est vraiment intéressant, hein, la façon dont c'est fait. C'est les hommes, les personnes morales, entreprises, les biens immobiliers et les biens meubles. Donc vos comptes. Donc je le dis depuis longtemps, mais il est urgemment question de vider vos comptes et de les mettre dans des banques en dehors de l'UE. Parce que si vous restez... Non, le Luxembourg, je vous rappelle que c'est l'UE. Donc, il est urgent de sortir. Parce que ça va se terminer très probablement comme au Liban. C'est-à-dire, vous partez le vendredi soir, tout va bien, vous revenez le lundi matin et vous vous retrouvez devant des comptes fermés. Alors, je peux vous dire que moi, j'ai 2 clients libanais qui ne croyaient pas quand on leur disait. Quand ça leur est arrivé, ça leur a fait tout drôle. Voilà. Ils ne peuvent plus utiliser leur compte. D'accord ? S'ils vendent un appartement, ça arrive sur leur compte. Et leur compte, il est bloqué. Et leur compte était en dollars. Hein, ils se sont amusés à les convertir en livres libanaises. Livre libanaise qui vaut 0. Donc, c'est embêtant. Donc, méfiez-vous. Voilà. Sur la loi de programmation militaire, mais vous avez exactement, et c'est assez amusant parce que je pense que ça a été rédigé par le même gars. Vous savez que vous avez tous entendu parler de la loi Sapin 2. En fait, ça n'a rien à voir avec ce pauvre Sapin, qui est déjà pas bien malin, mais enfin bon, là, pour le coup, il y est pour rien. Parce que c'était déjà dans vos contrats d'assurance depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'une assurance a la possibilité de ne pas vous rendre votre contrat d'assurance vie si elle le souhaite. Alors en fait, s'il y a un risque, mais là aussi, c'est la même rédaction que la loi de programmation militaire, c'est pas quand il y a un problème, c'est s'il y a un risque d'effondrement des marchés financiers. Le risque d'effondrement des marchés financiers, c'est tous les jours. Donc, bon. Et la loi Sapin 2, en fait, n'a fait que de remonter d'un cran. En fait, il y avait une autorité qui contrôlait les assurances, une autorité qui contrôlait les banques, et là, Sapin, il a mis une autorité au-dessus qui regroupe assurances et banques et qui dépendent directement de Bercy. Bon. Donc en fait, c'est exactement la même chose. C'était déjà dans les tuyaux. Simplement, vous aviez deux comités qui prenaient la décision. Maintenant, vous n'en avez plus qu'un. Bon, mais ça ne change pas grand-chose au film. Et donc, alors dans le texte, évidemment, ça a une durée, normalement, le blocage, reconductible. Et de toute façon, ça sera reconduit, parce que le jour où vous levez l'interdiction d'utiliser vos comptes, à moins que vous soyez totalement demeuré, vous foncez dans votre banque et vous retirez votre argent. Donc, à ce moment-là, vous déclenchez ce qu'on appelle un bank run et la banque tombe. Donc, évidemment que après, une fois que c'est déclenché, alors c'est l'arme nucléaire, parce que vous ne faites pas 2 fois, mais une fois que c'est déclenché, vous ne pouvez pas revenir en arrière. D'accord ? Et ça, je vous garantis que ça nous prend au nez. Donc, essayez d'éviter ce genre de choses, ça sera mieux. Voilà. Oui. C'est bon ?
Non, parce que je le vois qui me fait... Non, c'est bon. Bon. Donc voilà, on a eu, en fait, on a eu 3 phases. J'avais écrit ça il y a déjà un moment. On a eu 3 phases. En fait, on a eu la première phase qui était ce que j'avais appelé la japonisation des banques centrales, c'est-à-dire que toutes rachètent tout, font des quantitative easing, font tourner à planche à billets, etc. Donc ça, c'était la phase 1. Il y avait la phase 2, qui était la soviétisation de l'économie. Là, on est en plein dedans. Hein. Avec le Covid, notamment, on a vu que c'était une vraie soviétisation, et même pas rampante, hein, et qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Et puis, la dernière, c'était la libanisation. C'est-à-dire communauté contre communauté. Ça va se tirer dessus dans les rues. C'est joyeux, mais... je ne vois pas, franchement, d'autres issues à ce qui est en train de se passer. Voilà, puisque malheureusement, on a eu un petit test qui s'appelait le Covid et où on a vu quand même que les gens étaient très, très, très soumis à l'autorité. Il suffit de leur faire peur. C'est pour ça, d'ailleurs, que M. Macron continue avec l'Ukraine. En plus, il sait très bien que si jamais les choses s'arrêtent, il va y avoir des enquêtes, on va commencer à regarder où est arrivé le pognon. Et il se trouve que le pognon, il est arrivé dans certaines poches dans lesquelles il n'aurait jamais dû passer. Donc, il faut bien comprendre que c'est vraiment un système qui est un système purement mafieux, dans lequel vous avez de la corruption à tous les étages. À tous les étages. Et pas, on se fout de la gueule des pays africains, mais on est bien pire, bien mieux organisé peut-être, mais ça se voit moins, mais on est bien pire en termes de corruption. Donc voilà, vous avez des milliards qui partent en Ukraine, vous en avez des milliards qui reviennent, et qui reviennent dans des poches de ces messieurs. Voilà. Mais vous... Et dame, j'avais oublié Ursula. Non, mais c'est une évidence. Et je vous dis, regardez, aujourd'hui, vous n'avez pas d'opposition en France. Vous n'en avez aucune. Si vous aviez une opposition en France, Macron serait destitué. Si vous aviez une opposition en France, le gouvernement serait censuré tous les 3 jours. D'accord ? Mais vous n'en avez pas. Et pourquoi vous n'en avez pas ? Mais parce qu'ils ont des places en or. Alors, je vous raconte une petite histoire. Donc, j'ai un family office à Genève. Et on rentre un client qui venait de vendre son cabinet de conseil en gestion de patrimoine dans le sud de la France. Et il nous dit, il y a quelques mois, je reçois un futur client, un prospect, qui était député européen, français, député européen. Et c'était un type qui visiblement avait de la bouteille. C'était pas un jeune un perdreau de l'année, c'était un vieux perdreau. Donc, vous avez une procédure pour ouvrir un compte où vous remplissez en fait ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire la fiche de renseignement du client. Et donc, il l'interroge, il discute avec lui, et à un moment, il lui demande ses revenus mensuels. Le type cherche un peu, et puis il dit 30 000 par mois. Ce qui est bien pour rien foutre, c'est plutôt pas mal. Et 30 000 balles par mois. Et bon, le gars note les 30 000, et puis, puis là, l'interview continue, et au bout d'un moment, il lui dit quelle est votre capacité d'épargne ? Et le gars lui dit je vous l'ai déjà dit, 30 000. Alors, le type, un peu surpris, lui dit « Mais non, monsieur,
La capacité d'épargne, c'est ce qui vous reste quand vous avez tout payé. Oui, 30 000. Voilà. Donc, quand vous avez un poste comme ça, vous ne le lâchez pas. Hein? Ouais. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas se terminer bien. C'est pour ça que ça ne se terminera pas gentiment par des élections, etc. Parce que ces gars-là, ils sont accrochés à leur poste et on les comprend. Hein. Enfin, je veux dire, quand vous avez 2 neurones comme un garçon comme de Logu, c'est bien quand même payé pour... hein, je doute qu'il ait le même salaire dans une boîte privée. Je doute même qu'il ait un salaire dans une boîte privée un jour. Mais donc voilà, mais ça explique beaucoup de choses, si vous voulez. Quand vous voyez comment ça fonctionne, comment ces gens-là fonctionnent, vous pouvez évidemment vous dire qu'ils n'ont pas du tout intérêt à ce que ça change et à ce que ça bouge. Donc pourquoi personne ne censure le gouvernement? Parce que derrière, vous allez avoir des élections et que derrière, ils ne sont pas sûrs de retrouver leur poste bien payé à rien faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Alors, vous allez me dire, ça fait longtemps que je ne suis pas très optimiste. Mais malheureusement, j'ai peur que les choses me donnent raison petit à petit. Voilà. Mais c'est long. Moi aussi, je trouve ça long. Donc, voilà. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis parti.